Bonjour tout le monde. Merci premièrement pour votre patience, parce que le lancement a été quand même retardé avec les conférences et tout, donc merci beaucoup d'être encore là. La bienveillance, le respect, l'écoute véritable, prendre le temps de comprendre l'être humain dans sa singularité complexe, c'est la thématique fondamentale de ce livre. Tout ce qui représente pour moi la neurodiversité. Seul, on va plus vite aura toujours été ma devise. On m'a appris qu'ensemble, on va plus loin. J'ai compris que notre destination était l'humanité, que notre bonheur ne se construit qu'avec les autres. Le bonheur avec soi-même n'existe pas. Une destination complexe, mais plus riche et profonde, et ce livre représente ces valeurs qu'ensemble, nous souhaitons transmettre. Il y a 1 an, nous étions déjà pleins d'espoir, de fébrilité et de rêve. Nous avons reçu Judy Singer, la créatrice du mot neurodiversité, pour souligner le 20e anniversaire du concept. Nous avons représenté cette neurodiversité en combinant la recherche avec Laurent Motron, les neurosciences affectives avec Joël Monzé et la profondeur philosophique avec Joseph Chevanec. Le message se voulait être fort, soit ramener l'essence fondamentale de la neurodiversité. C'est tous ensemble que nous avons écrit ce collectif que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, Mathieu, Joanne, Bianca, Lucilla et moi-même, on va vous lire un petit extrait de nos différents textes. Et on souligne aussi l'apport de Stéphane Blackburn ainsi que Joël Monzé et Joseph Chevanec qui ne pouvaient pas être présents avec nous aujourd'hui. Donc, avant, on va commencer avec une petite présentation de Judy Singer. Bonjour, Montreal. It's a great pleasure to be with you to congratulate Melanie, Alexandre, Lucille, and Matthew, and all the Neurodiversity Collective on the launch of the book that you have dreamed about and worked on for so long. I only wish I could be there to celebrate with you. I so admire your good hearts, your high ideals, and your desire to make the world a better place for all humanity. And I also want to acknowledge all the time, work and money you have put into seeing this ambitious project through to completion. Last night, I was still not satisfied with my content when suddenly a long-forgotten quote came to mind, and once again, it turned out to be from a French philosopher. The philosopher was Simone Weil, not the politician, the other one with the W, not the V. She wrote, "Every being cries out silently to be read differently. Do not be silent to their cries." Could there be a better way to capture the essence of neurodiversity? I think Simone Weil said it all. So following on from her thoughts, my wish for all the authors in this collection is that their words will be read exactly the way that they would want. Bonne chance à tous, and à bientôt. La science biologique a toujours été une source puissante métaphorique de la politique, jusqu'à présent massivement affectée par les forces conservatrices pour consolider un ordre jour de droite, concurrentiel et anti-handicap. Mais pourquoi laisser le démon avoir tous les meilleurs arguments? Pourquoi ne pas utiliser des métaphores appropriées, basées sur la biodiversité, par exemple, pour faire avancer la cause des personnes handicapées? Pourquoi ne pas proposer que tout comme la biodiversité est essentielle à la stabilité des écosystèmes, la neurodiversité puisse être essentielle à la stabilité culturelle? L'émergence du mouvement autistique nous a donné une fenêtre sur l'extraordinaire variété des capacités mentales, humaines et sur la prise de conscience que même nos hypothèses considérées comme allant de soi, que nous voyons, sentons, touchons, entendons, sentons et trions les informations, tous plus ou moins de la même manière, sont en cours de dissolution. Bonjour, je vais essayer de le lire comme il faut. Je
suis juste neurotypique, moi, alors je dois relire et lentement pour vraiment bien saisir ce qu'il écrit. Donc, le concept de neurodiversité vient d'une réalité. Chaque être humain est unique. De la même manière qu'il existe, excusez pour les... c'est correct pour le son? Oui. De la même manière qu'il n'existe pas un seul type d'arbre idéal, mais une riche variété de types d'arbres différents, avec pour chaque espèce et sous-espèces d'arbres, et même pour chaque arbre particulier, des caractéristiques uniques. Il n'existe pas un seul type de cerveau, un seul type d'esprit qui puisse servir de norme, d'idéal à atteindre. Les variations de notre forme intérieure, de notre manière de penser et d'éprouver des émotions, et de notre forme extérieure, de notre apparence et notre manière d'agir, sont d'une infinie variété, une infinie richesse. Il ne s'agit pas d'une simple opinion à accepter ou à refuser. C'est un fait avéré. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes d'accord ou pas avec la neurodiversité. De la même façon que nous ne pouvons pas dire que nous sommes d'accord ou pas avec la diversité de race ou de culture. Ce sont des faits avérés, observés et acceptés par la plupart d'entre nous. La diversité existe, un point c'est tout. Là, il faut que je change ou... Faut-tu là? Ok, excusez, j'ai manqué de chercher. Je ne sais pas là quand c'était la pratique. La neurodiversité se définit comme étant la variation infinie du fonctionnement neurocognitif au sein de notre espèce. L'étymologie du mot confirme aussi cette définition. Cela inclut toutes les neurologies, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires. Ainsi, la neurodiversité décrit un fait médical, soit la neurodiversité neurologique des cerveaux chez l'être humain. Rien de plus et rien de moins. Ces revendications sont comparables à celles des membres du mouvement LGB, trans et queer, c'est-tu bien ça? Queer? Celle-là, je n'étais pas certaine. Bon. Qui ont milité pour le retrait de l'homosexualité et du DSM en réitérant que les problèmes que les minorités sexuelles et d'identité de genre vivaient relèvent plus du social que du comportemental. Voilà. Je vous présente... Qui je présente, non? Bianca. Alors, bonjour. Il semble que je reconnais ça. Alors, au cours des dernières décennies, les diagnostics psychiatriques n'ont cessé d'augmenter. La riche et complexe mosaïque qu'est la diversité humaine est transformée en désordres mentaux. Sommes-nous en train de rendre pathologiques des comportements humains normaux? Sommes-nous surpassés par l'enfance? On a un bel exemple ici. Sommes-nous devenus à ce point si intolérants à la différence? Sommes-nous en train de réprimer les émotions humaines? Sommes-nous en train de dissimuler la souffrance humaine sous le couvercle de la maladie mentale? Sommes-nous en train de médicaliser le mal de vivre? Sommes-nous en train de façonner des maladies mentales pour soutenir et stimuler l'industrie pharmaceutique? Sommes-nous en train de tirer profit, voire abuser de la souffrance humaine au profit des compagnies pharmacologiques? La détresse humaine nous est-elle devenue si insupportable que nous préférons l'emmurer dans des diagnostics neurologiques et l'engourdir par une médication excessive plutôt que de l'accueillir avec respect, empathie et compassion? À l'heure actuelle, dans nos sociétés occidentales, nous avons tendance à surdiagnostiquer, à surmédicamenter et surtout à rendre pathologiques tous les comportements humains. Nous avons aussi tendance à nous enfermer dans un modèle neurologique et ou génétique immuable qui fixe et condamne d'emblée la nature et l'esprit humain. Nous commettons l'inapplicable. Modéliser et chosifier l'essence de l'être humain.
Or, le cerveau n'est pas un ordinateur. L'être humain n'est pas une machine, pas plus qu'il n'est un programme prédéterminé. L'humain est un être entier et complexe. Lorsque nous souhaitons aider une personne en détresse ou en souffrance, nous devons tenir compte de cette personne dans son intégralité, c'est-à-dire tenir compte de la relation du corps et de l'esprit. Lorsque nous considérons le cerveau humain comme un écosystème ou que nous utilisons par exemple la métaphore forêt-cerveau, nous permettons premièrement de reconnaître la beauté de la diversité humaine et nous considérons la manière dont les éléments nutritifs, l'environnement, l'entourage, font pousser les végétaux et nous reconnaissons ce potentiel de se régénérer, de retrouver l'équilibre, même en ayant subi des dommages, des déséquilibres importants. L'objectif du paradigme de la neurodiversité serait ainsi d'accompagner une personne à retrouver son équilibre en allant à la source véritable et profonde des comportements, sans chercher à surmédicamenter ni à normaliser la personne. La détresse de certaines personnes se doit d'être entendue et chaque individu a le droit de recevoir des soins appropriés. Mais la manière dont on l'accompagne sur le plan médical ou psychosocial est-elle toujours optimale? Si le diagnostic est parfois nécessaire, agit-il toujours comme un vecteur d'autonomie si on ne remet pas le comportement dans une perspective plus large de la diversité des comportements humains? Par ailleurs, ne serait-il pas nécessaire de renouveler notre compréhension du concept de normalité qui, malgré les apparences, se montre tellement sensible aux croyances populaires et universitaires? Somme toute, la démarche réflexive doit guider continuellement tant les intervenants que les chercheurs pour éviter de reproduire, au nom de la science, ce qui faisait et font encore certaines religions. Le transhumanisme est possiblement l'une des dérives d'un scientisme qui s'installe de plus en plus dans les différentes théories explicatives de l'être humain. Dans ce cadre, les questionnements quant à la neurodiversité est fondamental pour notre société. D'une part, on parle de personnes qui ont des droits à part entière. D'autre part, on peut s'inquiéter d'un usage exponentiel des psychotropes pour normaliser chimiquement les comportements de certains d'entre eux. Par ailleurs, il serait, malgré les défis, hasardeux d'isoler le psychologique du biologique. C'est ainsi que les neurosciences affectives tentent de créer des ponts entre ces deux univers. Ainsi, il est essentiel qu'on aille plus loin qu'un diagnostic. Il y a les lois biologiques, il y a le sens, il y a les contextes, il y a des raisons pour lesquelles une personne agit de telle ou telle manière. Or, les tests utilisés pour soutenir les diagnostics ne tiennent pas compte de cette réalité et le risque d'enfermer une personne dans un carcan psychiatrique est banalisé par trop d'experts. C'est choquant de constater qu'on travaille continuellement à créer des protocoles d'urgence lors des crises au lieu de s'attarder à comprendre ce qui aurait pu provoquer celle-ci et ainsi les éviter. Une véritable société dédiée à qui passe la majorité de son temps à éponger l'hémorragie sans jamais trouver la cause de la blessure qui continue de saigner. On cherche souvent le gène de ceci, le gène de cela, sans connaître de quoi on parle, pour se réconforter dans ses émotions selon ses propres besoins.
On tombe fréquemment dans cette faute quand il s'agit d'autisme, par exemple. J'ai besoin qu'on dise de mon enfant qu'il est malade et que ça peut se guérir. J'ai besoin qu'on dise de moi que je ne suis pas malade et je ne veux pas être guéri. Deux discours opposés, même besoin émotionnel de réconfort, division dans la communauté des autistes et de leurs proches. C'est triste. Alors, qu'est-ce que l'autisme? Je ne sais pas, vous ne savez pas non plus, nous ne le savons pas. Nous soupçonnons largement et avec raison une cause génétique puisque c'est héréditaire. Par ailleurs, les symptômes existent bel et bien. Il y a des gens qui sont maladroits socialement, il y a des gens qui se réfugient dans l'obsession, il y a des impulsifs, il y a des gens qui remuent des mains, des gens qui se balancent d'avant en arrière, dont les juifs lorsqu'ils prient, et même des gens qui cumulent un certain nombre de ces signes. Et dans ce dernier cas, c'est souvent héréditaire. Mais alors, que vient faire l'ADN là-dedans? C'est une faute éthique monstrueuse que de générer des catégories sur des effets, de conclure qu'il doit y avoir une cause commune, puis de déclarer que c'est une maladie clinique qui doit être médicalement traitée. Le cerveau déploie ses connexions tout au long de la vie humaine. Il génère au fil des années, jour après jour, minute par minute, seconde par seconde, une immense et très complexe carte du monde qui n'est identique à aucune autre. Personne ne peut se permettre de dire « ma carte du monde est la norme, celles des autres sont erronées », sauf en cas d'accident ou de maladie évidemment. Mais qui dit maladie avec confiance dit aussi cause connue. Un point demeure plus mystérieux et moins bien compris encore que la neurodiversité elle-même, le succès de ce concept. De fait, il est fort peu commun qu'un néologiste relativement technique, en l'espace de peu d'années, finisse par rejoindre le vocabulaire commun d'une grande partie de l'humanité. Pareil succès ne peut que susciter des jalousies, des malentendus, voire des querelles, en somme du bruit et de la fureur, des phénomènes n'ayant d'autres effets, sinon celui d'obscurcir encore le sujet. Assurément, d'aucuns soutiendront souvent fois avec moult détails et non que le succès en question est lié au militantisme de telle personne ou au son de complot intéressé d'un autre. Pourtant, de plus mystérieuses raisons pourraient être en jeu, de celles qui sont profondément ancrées dans l'être humain et dont notre ère peine à saisir l'importance. Sans doute faut-il voir dans la quête de la neurodiversité non point une mode, mais une ardente nécessité pour notre époque. Une irrépressible nostalgie pour que la société occidentale a perdu en devenant ce qu'elle est, à savoir matériellement riche, arrogante, pauvre en diversité et notamment en biodiversité humaine. Cette standardisation massive qu'impose notre société occidentale impacte les êtres humains. Par ce mirage de normalité infiniment réduite, la majorité est égarée, cherchant désespérément à se réapproprier sa personnalité véritable à travers un diagnostic psychiatrique et des tests psychométriques subjectifs. Comme si, aujourd'hui, la quête de soi dépendait de critères diagnostiques émis par l'analyse subjective d'un professionnel. Le bonheur se trouve-t-il dans les diagnostics psychiatriques? Le bonheur se trouve-t-il dans les molécules chimiques? Le bonheur passe-t-il par l'acharnement à trouver cette dite bonne substance chimique correspondant à notre profil génétique particulier avec conviction qu'une fois trouvée, la plénitude s'installera dans notre corps et dans notre esprit? Et d'ailleurs, que goûterait ce bonheur s'il n'avait pas émergé, quelque part, d'une certaine souffrance bien éprouvée? Pour terminer, je tiens, au nom de notre collectif, à tous vous remercier. Comme Mélanie disait au début, ensemble, on va plus loin. Ensemble, c'est nous, mais c'est aussi vous. Et aujourd'hui, on décide que l'ensemble n'est plus un nous et un vous, mais une communauté auquel on a décidé d'appartenir et de propager une idée qui est la neurodiversité. Merci à vous tous.